Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, les médias qui vous cuisinent la Ligue 1 de l'entrée au dessert. C'est la reprise de la Ligue 1 et nous, on se retrouve après une petite pause, une petite grande pause spéciale JO. Et on recoucou à ceux qui sont comme Arthur le dit, JO nostalgiques. On en fait partie, je pense, après de très très beaux JO. Et là, on est reparti pour continuer et achever le top 5 des postes de Ligue 1 avant d'ensuite parler d'autres sujets bien plus importants, ou en tout cas tout aussi importants. Et aujourd'hui, du coup, on va parler des latéraux. Petite question quand même, Arthur, avant de démarrer. Est-ce que, la question classique, hein, est-ce que ce top 5 pour toi a été particulièrement dur ou pas? Dis-nous un peu. Hmm, En partie, il y a certains noms qui sont revenus assez rapidement et assez facilement, surtout bizarrement dans le top pour le coup. Et ça a été plus la fin de mon top 5, donc 5 et 4 où j'ai un peu hésité. Les trois premiers semblent venir assez rapidement, même si le troisième peut ne pas faire l'unanimité non plus, parce qu'il joue à plusieurs postes notamment. Mais 1 et 2, je suis assez solide sur les appuis. Mhm. Ok, ok, intéressant. J'aime la confiance, j'aime la confiance. Écoute, si tu veux, on peut démarrer tout de suite, hein. Moi, honnêtement, le un et 2 je suis solide aussi sur mes appuis, mais après, pour le reste, j'accepte les débats. J'accepte la discussion, l'ouverture et j'accepte les critiques. Ok, je te laisse Je suis pareil, démarrer non, je suis pareil. avec ton numéro 5. Dis-nous. Mon numéro 5, j'ai pris Monsieur Eric Abidal Ah, en tu sais quoi? numéro On a le même. 5. Donc, je te Deux. laisse. Vas-y. C'est parfait alors. Déjà, ouais, il a fait une grosse partie de sa carrière en Ligue 1. Ça mérite d'être souligné avant de s'envoler notamment à Barcelone, où il a été aussi ambassadeur aussi. Je suis assez sensible à la transmission et ce qui reste après la carrière, donc c'est un élément en plus important. Des débuts à Monaco, avant d'aller au LOSC, puis d'aller vraiment au sommet presque de sa carrière de Ligue 1 à l'OL, avec trois titres de champion de France, trois titres de trophée des champions, il me semble, 2005, 2006, 2007 et 2004, 2005, 2006, je crois. Donc on est sur quelque chose d'assez fort. Il a participé à sûrement l'une des plus grosses équipes de l'histoire de la Ligue 1, à savoir le Lyon du début des années 2000 jusqu'à à peu près 2010-2011 où ça commence à descendre petit à petit. Il a fait aussi l'équipe type de la Ligue 1 en 2005, 2006 et 2007. Ça montre aussi que ça a été un élément assez indéboulonnable et largement au-dessus sur la période. Je pense que c'est un des seuls sur la, ouais, c'est mon seul sur la période des années 2000, je crois. Ouais. Donc ça montre aussi qu'il a été dominant et largement au-dessus des autres. Et puis voilà, une finale aussi de Coupe du Monde en 2006. Équipe type de l'UEFA aussi en 2007, avant de partir justement au FC Barcelone. Donc voilà, une carrière en Ligue 1 largement bouclée, avec un style hyper solide, quelqu'un d'assez rigoureux dans le geste et très endurant aussi, je trouve. Très vif, avec un gabarit intéressant. Voilà, c'est le latéral, un des premiers latéraux modernes de Ligue 1, j'ai envie de dire. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis moi, j'ai pas rajouté, enfin, j'ai pas répété ce que tu as dit, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi le duo qu'il a formé avec Malouda, quoi. Il y a aussi quelque chose d'un peu ancré dans la Ouais. légende, ancré dans la mémoire du supporter lambda que je suis, classique. Quand je pense à Malouda, je pense à Abidal. Quand je pense à Abidal, je pense à Malouda parce que cet axe, enfin, ce flanc gauche-là était un flanc qui, avec le recul, en fait, était européen. C'était pas juste un flanc gauche pour le championnat. C'était déjà un flanc qui aurait pu jouer. On l'a vu quand Malouda est parti à Chelsea, il n'a pas moins performé et quand Abidal est parti à Barcelone, il est devenu une plus grande légende, je pense. Donc honnêtement, je crois que Mm. si il a autant, parce que c'est aussi pour moi le seul, je vérifie, ouais, c'est le seul latéral que j'ai des années 2000, c'est parce que je crois que même s'il n'a pas fait 10 saisons à Lyon, le peu qu'il a montré a prouvé qu'il était au-dessus des autres par un style clair. C'était un gars qui pouvait jouer en défenseur central, donc niveau marquage individuel ou en zone, il était au rendez-vous, il connaissait son métier. Enfin, il peut y avoir des latéraux qui sont un peu des latéraux formés un peu sur le tas, qui se débrouillent sur un aspect du jeu, mais lui, tu sentais que il avait vraiment la panoplie complète, quoi.
mais c'est pas non plus Ouais. Marcelo, c'est pas non plus un gars comme ça, mais franchement, tu pouvais t'appuyer sur lui sans aucun souci. Et quand t'as un gars devant qui s'appelle Malouda, franchement, bah, t'es hyper béni sur ton flanc gauche. Et peut-être qu'on en parlera de Malouda d'ailleurs euh, dans un autre débat, mais bon, ça c'est un autre Un de sujet. ces quatre, Mais c'est voilà, c'est un possible. autre sujet. Voilà, je garde ça pour le Lyonnais de l'émission qui n'est pas là d'ailleurs, JB qu'on embrasse et qui est sûrement sur la route là. Mais ouais ouais, donc clairement, Abidal, je suis tout à fait d'accord avec lui, enfin avec toi, et peut-être que la raison pour laquelle je le mets pas plus haut, peut-être c'est justement parce que j'aurais peut-être voulu qu'il soit un peu plus longtemps enfin à l'OL, mais bon, allez, là, je commence à grappiller un peu, quoi. Mais non, sinon, il a fait de grandes performances. Et puis, bon, il y a quand même des gens qui ont été plus mythiques, je vais dire ça comme ça. Donc, C'est possible. Et donc en voilà. plus, il est revenu à Monaco sur la fin de carrière aussi pour Ouais, revenir un peu à la pour le source. Je coup. trouve ça assez appréciable. C'est cool. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Yo les gars, déçu de pas être avec vous, mais en pensée en tout cas je suis présent. Et c'est pour ça que Nathan m'a demandé de vous faire un petit mon top 5. Je tiens à dire déjà que je me désolidarise complètement du top 5 de mes deux acolytes et surtout du potentiel cas hipster que Nathan va nous donner. De mon côté, mon top 5 il est assez facile. Je vais essayer de pas trop argumenter pour être rapide, de pas forcément polluer la vidéo. Mon cinquième, c'est Anthony Réveillère. On sait très bien que il est assez légendaire et connu pour avoir pris un quintuple, je sais pas comment on dire, octuple passement de jambes par Mancini en Ligue des Champions, mais il a toujours tenu son rang avec l'Olympique Lyonnais. Il a gagné 5 titres d'ailleurs avec l'OL et l'essentiel de sa carrière a eu lieu en France. Il a également eu un bon nombre de sélections en équipe de France, donc à noter. Donc c'est pour ça, Anthony Réveillère, numéro 5. On passe en quatrième position. Qu'est-ce que tu as mis? En quatrième position, un garçon que j'apprécie particulièrement, c'est Bichente Lizarazu, Ah, qui peut surprendre aussi. Bichente Lizarazu, qui a fait aussi, qui a marqué aussi outre-Rhin, j'ai envie de dire, au Bayern Munich, ouais, surtout. notamment, mais qui a quand même débuté en France, défenseur gauche à Bordeaux, 299 matchs, j'ai revérifié. Plus 15 matchs aussi à l'OM, mais c'est assez anecdotique en 2004-2005 si je m'abuse. Trois fois meilleur défenseur gauche aussi. Donc ça montre aussi voilà, l'ampleur du garçon qui était à la base un attaquant. Et je trouve ça assez intéressant parce que maintenant c'est plus l'inverse, c'est plus les latéraux qui deviennent des attaquants. Un peu comme ce que peut faire Hakimi, des passements de fonction assez larges où il a même évolué par exemple à Dortmund, milieu droit, attaquant droit. À l'époque, c'était plus l'inverse et ça reculait. Ce qui m'intéresse aussi dans le profil de Lizarazu aussi, c'est qu'il a non seulement ouais, fait une partie de sa carrière en Ligue 1, mais il a aussi débuté en D2. Il a fait partie de l'équipe qui a fait monter Bordeaux. Il a été champion de D2. C'était 1995, je revérifie. Voilà, un gaucher en plus, il n'y en a pas énormément dans mon classement. Voilà, c'était un joueur qui était très intéressant, malgré sa petite taille aussi, par son jeu de tête, et qui était assez dominant aussi en 1 contre 1, ce qui montre aussi l'intérêt que peut avoir le Bayern Munich, qui aime avoir le football total et dominer largement son adversaire. C'est un joueur qui est rentré totalement dans cette caste-là. Un joueur très rigoureux aussi, avec le sourire très régulièrement, c'est appréciable aussi. Et puis, bah, encore une fois, la reconversion qu'on lui connaît en tant que commentateur, analyste, que ce soit à la télé, à la radio. Il y a aussi quelques chroniques dans le journal L'Équipe de temps en temps, et je trouve ça très appréciable d'avoir enfin, son œil de l'intérieur un peu, de très grand professionnel en plus. Donc voilà, c'est un personnage important, je pense, de la Ligue 1 et même du football français en général, puisqu'il a été quand même champion du monde 98. Je suis obligé de te lancer sur ce débat que j'aime bien les débats, dans les débats. Parce que moi, j'ai pas mis Lizarazu, mais je respecte beaucoup sa carrière en France, mais je ne l'ai pas mis parce qu'effectivement, je trouve que c'est un peu comme Desailly dont tu avais parlé dans l'épisode précédent. Je le vois plus comme une légende mondiale que de Ligue 1, mais cela dit, il a fait un grand taf avec Bordeaux. Et j'ai un Bordelais qui arrive. Ouais. Mais est-ce que euh, Patrice Evra, qui lui aussi a été un latéral quand même de qualité en Ligue 1 avec Monaco.
Je pense qu'il a été élu meilleur espoir, mais il faut vérifier. Euh, Est-ce que du coup, pour toi, Patrice Evra et Lizarazu, c'est dans la même galaxie, dans la même sphère, ou est-ce que Lizarazu, quand même, pour tout ce qu'il a fait, là je parle bien du football français hein, et du football en Ligue 1, on va dire. Est-ce que du coup, parce que je doute que tu aies et Evra et Lizarazu dans ton top 5, sauf si tu veux me surprendre aujourd'hui. Mais du coup, Ah non, non, qui... j'ai pas tonton Pat. J'ai pas tonton Ah Pat bah voilà, là-dedans. voilà. Et on est deux dans le cas. Mais du coup, qui a la prédominance dans ton cœur quand tu penses au football français, du coup? Entre les deux, bah, largement Lizarazu, je pense. Ah Pourtant, ouais, j'ai vu beaucoup moins vu, mais je le mets largement au-dessus parce que Patrick Evra, il y avait aussi le personnage largement. qui me déplaît assez largement. Voilà, et puis il y a eu quelques soupçons, des agressions, des trucs, un peu des affaires pas ouf. Et pour faire rayonner le football français, je pense qu'il vaut mieux penser à Lizarazu en premier, d'abord avant Patrice Evra aussi, qui a fait une grosse carrière. Lui, pour le coup, c'est outre-Manche. Moi, c'est plus pour le coup un bon joueur de Première Ligue plus qu'un joueur de Ligue 1 pour le coup. Même s'il est revenu à Marseille, qu'il a rendu des services en Europa League avec l'épopée jusqu'en finale contre l'Atlético de notre Antoine National. Mais je pense que Lizarazu est au-dessus pour moi, même s'il a fait, il a marqué surtout par son passage au Bayern, un club où il est toujours rattaché, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on pense à Allemagne. Quand il y a des, comment, des affrontements entre France et Allemagne, que ce soit en club ou en sélection, c'est toujours lui qui est mis sur le devant de la scène pour être questionné, montrer la mentalité des uns des autres, voir les flux d'affrontements, etc. Mais pour moi, Lizarazu représente davantage une belle image du sport français que pour moi, par rapport à Patrick Evra, Ouais, intéressant, intéressant. Le paradoxe que avec je moi, c'est que je respecte lance un néanmoins. débat. Bon. Non, non, mais j'allais dire, le paradoxe, c'est que du coup, je lance un débat et j'ai envie de me lancer dedans. Mais bon, je vais pas le faire parce que c'est pas le sujet. Parce que je trouve qu'effectivement, c'est un super débat. Parce que, effectivement, hors football, enfin, hors terrain, honnêtement, je crois que il y en a un qui dépasse largement l'autre. Malheureusement pour l'un et tant mieux pour l'autre. Mais j'invite tout le monde à écouter l'émission d'Evra, enfin chez Rotten sans flamme, quand Patrice Evra était venu, avait parlé de l'épisode où Thierry Henry avait dit à Lizarazu, ah voilà la relève, en parlant de d'Evra. Et Lizarazu l'avait pas très très bien pris. Ouais. Mais bon, ça montrait un peu le petit duel, mais peut-être un duel gentil, hein, mais un petit duel quand même entre deux Golgoth du couloir gauche, parce que je crois que dans le football français, il y a les deux, et puis il y a le reste, enfin, je crois. C'est aussi un autre dont on en parlera peut-être dans le top 2, dans le top 1. Mais bon, dans tous les cas, c'est un bon débat. Moi, en quatrième position, j'ai, alors sortez vos livres d'histoire, j'ai monsieur Jean-Christophe Touvenel, de Bordeaux, messieurs, de Bordeaux. Alors voilà, sur le, voilà, exactement, page 55 de livre d'histoire, donc de la grande histoire de Bordeaux. La grande histoire, parce que Jean-Christophe Touvenel, c'est trois championnats, dont le doublé 84-85, il a été trois fois vice-champion aussi, et une fois troisième, et cette fois-ci, je pourrais donner des fleurs à Jean-Christophe Touvenel, mais j'ai trouvé un bon témoignage de monsieur Éric Dimeco, lui-même, qui a parlé de Jean-Christophe Touvenel. Et je vais le lire. Il dit juste, donc, quand je jouais contre le Grand Bordeaux du milieu des années 80, je passais le match à courir après Touvenel, qui était un arrière droit très offensif, avec un gros physique, dans une équipe en plus qui dominait le championnat à l'époque. C'est en jouant ailier gauche contre lui qu'on s'est dit un jour que je pourrais devenir défenseur parce que je passais mon match à le tacler. Et en fait, pour moi, je trouve que ça démontre toute la grande dimension physique du mec dans un grand club de l'époque. Après, il est parti, il a fini au Havre pour 2 saisons, je crois, pour relever le club. Et directement, ils ont fini dans les 7 premières places. Mais je veux dire, ça démontre que ce gars a de l'impact, peu importe où il va. Et voilà, donc oui, oui, bah après le palmarès, il parle vraiment pour lui-même. Je veux dire, tu fais trois podiums. Oui, non, non, tu gagnes trois fois, excuse-moi. Et tu fais un doublé, et puis tu finis sur la troisième place. À chaque fois, tu es indispensable. T'as inspiré un mec qui peut-être, on va en reparler plus tard, peut-être, je sais pas, Eric Dimeco quand même.
Ouais, pour moi, il fallait quand même le mettre. Jean-Christophe Touvenel, c'était ma page historique pour aujourd'hui. Mais c'est pas trop éloigné dans l'histoire parce qu'au final, il a aussi connu ben, les époques un peu qu'on connaît. Les papins commençaient à venir à ce moment-là. Donc, il était déjà un peu vieux, mais il a vu les générations des 90 venir. Et en 80, ben, il a assuré la baraque à Bordeaux, quoi. Donc, pour moi, Jean-Christophe Touvenel à la quatrième place, juste au pied du podium. Il a le mérite d'être mentionné, c'est un joueur intéressant aussi. Mais tu disais le Grand Bordeaux, tu veux dire que actuellement c'est pas le Grand Bordeaux là? Ah, oui, j'avais oublié. J'avais oublié qu'on était dans une époque, une golden era, comment dire. Alors, on salue les Bordelais. Voilà, on les aime beaucoup. Euh, On les embrasse. Ils sont plus on beaucoup les en ce embrasse. moment. En numéro 4, je vais mettre Bicente Lizarazu. C'est un latéral offensif, véloce, hyper rapide pour l'époque. Il a été titulaire à Bordeaux dès ses 19 ans. D'ailleurs, il a été vice-champion en 90 avec Bordeaux et il a été champion avec. Il est passé par l'OM pardon entre 2004 et 2005, 87 caps avec les Bleus. C'est pour ça que je ne mets pas forcément dans mon top 3, c'est le nombre de matchs en Ligue 1 qu'il a effectué et c'est surtout une légende de Bundesliga et du Bayern Munich et bien sûr de l'équipe de France. Ah, mon Dieu. On va passer à la troisième place sur cette note de bienveillance. Troisième place, j'ai mis Monsieur Thuram. C'est pour ça, c'est peut-être Ah, un choix qui peut étonner certains, parce qu'il n'a pas fait toute sa carrière à ce poste-là. plutôt l'Italie, moi. Mais j'ai envie de... Ouais, aussi. Mais du coup, de 90 à 96, il a joué près de 200 matchs avec l'AS Monaco, une période qui n'était pas forcément la plus dominante non plus pour Monaco. Mais c'est un joueur dont j'ai apprécié le parcours, parce il s'est imposé au fil des saisons. Ça n'a pas été une évidence tout de suite, alors que quand on le voit à Coupe du Monde 98, on se dit, bah, c'est une évidence, quoi. Enfin, le mec, c'est un surhomme, il n'a pas beaucoup marqué, il a mis 2 buts en sélection, c'était les deux contre la Croatie. Mais voilà, voilà, surtout comme tu disais, un joueur qui a fait le plus gros de sa carrière en Italie, mais d'ailleurs là où il a joué défenseur central. Mais je trouve que justement ce qu'on a pu voir à Monaco et moi ce que j'ai pu lire et regarder de ce passage sur le Rocher, c'était vraiment les prémices du prime. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. C'est un grand athlète qui était très très fort dans l'anticipation, très rapide, avec une détente sèche comme élancée très importante. C'est une capacité de relance qu'il a développée au fur et à mesure et encore plus en Italie. Et voilà, enfin, pour moi, c'est un des symboles de l'équipe de France. Pas forcément que de la Ligue 1 pour le coup, mais on parlait du football français et je pense que c'est important de le mentionner aussi. Il retrouve Didier Deschamps en plus avec l'équipe de France. Et puis la reconversion XXL, là encore, pas sur les mêmes terrains que Lizarazu, mais plus sur les terrains de la défense des droits de minorités, qui sont pas vraiment des minorités d'ailleurs. Maintenant, enfin, on est tous égaux, etc. On va pas refaire le débat. Mais voilà, pour son combat pour l'égalité entre tous, euh, voilà, c'est quelque chose pour moi qui est très important aussi. Parce que le sport, c'est pas que ça se limite pas au carré vert et c'est un enjeu géopolitique aussi. Donc montrer aussi les combats du quotidien, que c'est un homme et un joueur très intelligent quand il était joueur et maintenant quand il est retraité. Ça me paraissait intéressant et important de le mentionner, même si c'est pas forcément le réel numéro 3 du classement. Mais voilà, c'est un petit hommage que j'avais envie de rendre à ce joueur qui a fait quand même une carrière linéaire mais très ascendante. Ah non, c'est une pente, c'est un col hors catégorie, ça démarre tranquillement, mais ça ne fait que monter, ça ne descend plus. Ah oui, Non, oui. bien sûr. Ah, bien sûr. Et puis, ben oui, moi, je t'avoue, j'avais pas du tout, encore Lizarazu, j'avais vraiment dans mon top 10, 15, comme ça, élargi. Mais Thuram, je n'y avais pas pensé. Et pourtant, c'est vrai que il a fait sa part du boulot à Monaco. C'est même pas comme si c'était juste un joueur lambda à Monaco. Il avait quand même enfin, c'était quand même une sorte de référence, même si bien sûr ça n'a rien à voir avec le Mm. Thuram qu'on connaît après. Et ne parlons même pas de la sélection. Ah, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que je peux l'entendre. Alors peut-être pas à la troisième place, quand même. Mais bon, je respecte. J'entends. J'entends. En fait, si je dois Mais prendre tout son non, non, parcours, mais forcément, il peut être premier. oui, non, c'est sûr.
Mais lui aussi, je pense que c'est un des, c'est même les prémices avant Abidal, c'est un des latéraux modernes. Quand Mhm. on dit qu'est-ce qu'aurait fait tel joueur dans cette autre époque-là, je pense que lui aurait pu faire des ravages même 10 ans après, 20 ans après. Enfin, c'est un profil important, quoi. Enfin, Bien sûr. c'est costaud ce qu'il a montré à chaque fois, d'une constance. Il a très peu déçu. J'ai pas beaucoup de souvenirs Non, d'un match où effectivement. il a été décevant, en fait. Effectivement, effectivement. Et polyvalent aussi. Polyvalent. Donc, c'est Ouais, pas. Dans ce top 5 là, ben, tu vois, par exemple, j'ai pas. Même dans mon top 3 j'ai pas. Bon, peut-être le troisième. Parce que mon troisième, c'est Eric Dimeco. Mais les deux premiers, ils sont pas forcément polyvalents. Et je crois qu'à ce niveau-là, Thuram bouffe pratiquement tous les latéraux en termes de polyvalence. Parce que il y a être polyvalent et il y a être excellent dans chaque poste. Et Thuram, une fois qu'à un moment donné, mm, on l'a passé au centre parce qu'il devenait vieux. Bah, en fait, même moi, le Thuram, je l'ai vu. Surtout quand il était vieux, du coup. Donc, du coup, je l'ai vu plus en centrale. C'est après, en regardant des vidéos, que j'ai vu qu'il était d'abord latéral. Mais en centrale, en fait, ouais, c'était une machine, quoi. Donc, tu te dis, mais alors, ça donnait quoi, le latéral, le Thuram latéral qui avait 25 ans, qui avait 24 ans, qui avait toutes ses jambes, etc. Donc, ça te donne des imaginations et ça te fait fantasmer un peu sur le mec. Donc, j'avoue, ah chapeau ouais, à Thuram. Ouais, ouais, chapeau à Thuram. Euh, Moi, bah, du coup, bah, comme je l'ai dit, j'ai Eric Dimeco. On parle quand même d'un ancien ailier qui est devenu latéral et qui a décidé de ouais, prendre lui ce aussi, hein. poste, ouais, de prendre ce poste par les cornes et en plus formé au club. Dans un club où c'est pas évident de s'en sortir en démarrant ouais, de la formation face à toutes ces stars et en plus à l'époque de Bernard Tapie. Donc, ben, Tapi Ouais, qui n'est pas le gars qui a envie de patienter. Non, c'est un politicien, c'est un gars qui a besoin, qui veut bénéficier du temps qu'il a, de la fenêtre qu'il a, comme on dit en NBA, pour gagner au plus vite. Et là, pourtant, il a quand même accepté de. Bon, bien sûr, les conséquences étaient telles que, bah, forcément, il y avait une descente, il y avait une relégation, et donc forcément, il y avait plus de stars à disposition. Donc il a d'abord fait jouer les gens qui étaient là, et Eric Dimeco en a profité, parce que lui est resté quand le club est descendu. Après, ben, Eric Dimeco a tiré son épingle du jeu. Parmi les stars qui étaient là, Eric Dimeco est resté en place, est resté en poste. Euh, et il s'est démarqué donc au milieu du recrutement spécial tapis, 5 étoiles comme on le connaît, avec une grinta de fou. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui le met au-dessus de beaucoup, c'est que pour moi, il y a un style d'Imeco qui n'est pas forcément beau, mais le fait d'avoir ton propre style dans le football français et le football de Marseille, qui a gagné, il a gagné beaucoup, parce que Eric Dimeco, c'est 4 titres, voire 5 pour ceux qui veulent absolument reconnaître le titre de 93. Mais dans tout ce grand Marseille-là, bah, il y a un style d'Imeco, et je vais pas dire c'est la brutalité ou la sauvagerie, mais c'est juste, il trempe dedans, quoi. Mais il le fait mm, avec expertise, il le fait avec minutie, il le fait pour haranguer ses équipiers, pour haranguer le club. Si Marseille l'aime autant, enfin, ouais, le reconnaît autant et le respecte comme une légende, bah, c'est parce qu'il haranguait, parce que je parlais de Marcelo tout à l'heure, on est loin techniquement peut-être d'un Marcelo, mais je veux dire, en termes d'attachement, peut-être qu'il existe un monde, et peut-être qu'on vit dans ce monde-là, où Marseille aime plus Dimeco que Madrid peut aimer Marcelo. Je parle de la ville, hein. La ville, pas juste le club, mais la ah ville. oui, oui, Voilà, ça se peut, hein, parce que voilà, Marseille est une ville qui aime ce genre de joueurs, oui. Mm, mais voilà, moi je trouve que il a eu sa marque, il a laissé un héritage, un vrai héritage. Alors après, Dimeco, le chroniqueur, c'est autre chose. Mais ouais. voilà, c'est vraiment autre chose. Tu vois, toute cette bande-là, Dugarry, tout ça, enfin, tout ces gens-là, c'est autre chose. Mais je veux dire, sur le terrain, bah, il a laissé une trace, il a laissé une trace, et je suis obligé de le mettre avec tout le palmarès en plus qu'il a, le fait qu'il ait pu faire tout ça dans un club qui ne laisse pas le temps aux jeunes pousses de grandir, tout comme c'est comme si il y a un jeu, Yoram Zagué qui a joué contre Le Havre au PSG devient une légende du PSG au milieu des bon, ils sont déjà partis, mais au milieu des Lavezzi, Zlatan et tout ça. Bon, de toute façon, ça aurait pas été possible parce qu'il y avait un latéral à ce moment-là, dont on va sûrement parler. Mais voilà. Donc, on ne sait pas. Mais voilà, pour moi, c'est mon numéro 3. Et, euh, et j'ai un peu teasé peut-être mon numéro 2. On ne sait pas.
On ne sait pas, peut-être. Non, je suis d'accord avec toi, par contre, sur ton choix d'Imeco. C'est pour ça que je me suis permis je me doutais que tu allais le mettre, donc je me suis permis un choix plus fantaisiste avec Thuram. Mais c'est vrai que bah, c'est comme Lizarazu aussi. C'est deux formés attaquants qui sont devenus défenseurs. C'est intéressant de voir que les tendances s'inversent totalement, en fait. Et je trouve que c'est un joueur qui représente toute une génération, finalement, et même tout un peuple marseillais. Vraiment, lui, pour le coup, il était imprégné de la culture, et même si maintenant, pour le coup, c'est un peu plus catastrophique. Voilà, mais Voilà, bon. voilà. Pas être parfait tout le temps. En 3, j'ai mis Eric Dimeco. Il fallait bien Marseillais. Numéro 3, surtout pour la grande époque de l'Olympique de Marseille. C'est un défenseur hargneux. Il gagne d'ailleurs la Ligue des Champions 93, 4 titres de Ligue 1 avec l'OM et avec Monaco, et un avec Monaco, pardon. Et plus une Coupe de France, il me semble que c'est avec Marseille. Donc là, j'aime bien énumérer les palmarès, mais outre les statistiques, c'est un défenseur qui a fait partie de la Dream Team de all-time de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, le lapsus, par les supporters de l'OM. Et bien sûr, c'est un mec qui a révolutionné un peu ce poste de latéral, non pas en latéral technique, mais en latéral hyper besogneux et hyper hargneux, dur sur l'homme. Voilà, c'est ça. Sauf quand on T'as quel s'appelle numéro Thuram. 2? Euh, Mon numéro 2, bah, tu l'as teasé un petit peu, c'est Maxwell, Ah, bah latéral écoute, gauche on du a le même, donc PSG. vas-y. Latéral gauche du PSG, du début de QSI en plus, 2012-2017. 215 matchs à peu près avec le PSG, où il a retrouvé d'ailleurs Zlatan Ibrahimovic pour son quatrième club. Je crois que c'est le joueur qui a le plus joué avec Zlatan. Enfin, ils ont le plus joué ensemble. Quel Et je club? trouve ça C'était hyper l'Ajax et sympa. puis quoi? Je sais qu'il y avait Ajax Barça, mais il m'en manque un, je crois. Inter, non? Ah oui, merci. Est-ce que c'était... Je l'ai pas noté, mais je crois que c'est l'Inter, hein. Et Ouais. donc déjà, enfin, il arrive avec un CV bien rempli. Et ce que j'apprécie en plus, qui le fait monter peut-être encore plus dans le classement, c'est que c'est le PSG qui ouvre les portes de la sélection. Ça montre à quel point il a été performant et peut-être aussi qu'il y avait une grosse concurrence avant, certes, mais c'était un joueur qui était plutôt sur la fin de carrière puisque voilà, c'était 2012-2017, il avait déjà plusieurs années en professionnel et 15 trophées grappillés avec le PSG. C'est assez immense, 4 Ligue 1, 4 Coupes de la Ligue, 3 Coupes de France, 3 trophées des champions et 3 fois lui aussi meilleur défenseur gauche de Ligue 1. Voilà, enfin, c'est un CV encore qui parle pour lui. C'était le début de l'hégémonie parisienne. Il joue quand il arrive au PSG, il n'était pas titulaire dans son club précédent, et donc c'est le PSG qui le relance. C'est pour ça que l'histoire est belle et que là il joue vraiment avec la volonté de redevenir un titulaire indiscutable comme il pouvait l'être avant d'être benché. Et je trouve aussi son caractère qui est très appréciable. C'est quelqu'un qui est très discret et qui s'est imposé en fait sur le terrain, pas par les mots. De toute façon, quand tu as Zlatan en grande gueule, j'ai envie de dire, du vestiaire, c'est difficile de parler plus fort que lui. Mais C'est vrai. voilà, la discrétion. Et il avait le but le plus rapide du club aussi à l'époque. Il avait marqué en 24 secondes Ah ouais? Ok, en j'avais oublié ça. 2015, si je me trompe pas. Ouais, ouais, non, mais du coup, ça montre aussi sa capacité à se projeter, même là, c'était 2015, du coup, il me semble. Il est parti en 2017, c'était vraiment la fin de carrière 2017. Et voilà, ça montre aussi sa capacité à se projeter très rapidement, très offensif. Il a marqué pas mal de buts. Il a fait aussi énormément de passes décisives, bonne qualité de centre, de passe, etc., vision de jeu aussi. Et c'est resté un cadre, il reste attaché au club. Et puis il a été ambassadeur aussi, tout simplement. Ça montre que il est attaché à la Ligue 1 alors que c'est pas forcément le championnat le plus gros dans lequel il a évolué. Quand tu as évolué dans la Serie A des années 2000, quand tu as évolué bon, à l'Ajax, c'est un des plus gros clubs du monde. Quand tu as évolué à Barcelone, voilà. Enfin, et pour le coup, il est ambassadeur du PSG. Je crois qu'il a été recruteur aussi. Une belle Ouais. reconversion, un joueur que l'on aime revoir de temps en temps et qui est là encore très discret. On n'a pas forcément trop de ces nouvelles, mais ça a l'air d'aller dans sa vie de maintenant. Il n'a pas eu trop de spleen une fois les crampons raccrochés. Ouais, tout à fait. T'as tout dit sur Maxwell, qui pour moi est un de mes joueurs coup de cœur de la Ligue 1. En tout cas, en Ligue 1, c'est un de mes joueurs coup de cœur. Je suis vraiment, vraiment, mais alors là, vraiment fan de ce mec.
parce que j'aime beaucoup en fait ce profil de joueur qui sait s'imposer sans les grands mots. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui, dès une première saison réussie, veulent tout de suite les grandes paillettes. Salut Doué, Désiré Doué. Même si, bien sûr, je suis très fan de ce joueur aussi, mais j'aurais voulu qu'il reste à Rennes. C'est peut-être ma vision du football qui est trop dépassée. Il y a aucun problème. Mais je trouve que voilà, il y a des joueurs qui ont besoin, enfin, ils grandissent dans la légende en acceptant de rester ce qu'ils sont et de ne pas se voir trop grands. Et bon, je pense que Maxwell était bien, au moins il a eu la sagesse et l'intelligence de se voir plus grand que Chaka Tiene ou que Lucas Digne. Merci à vous les gars pour les travaux, mais il y a quand même un mec qui est plus grand que vous et il est venu, il s'est imposé. Mais je veux dire, après, il savait qu'il n'était pas, c'était comme tu l'as dit, c'était pas Zlatan, c'est même pas Thiago Silva qui lui aussi est un taiseux. Mais il savait qui il était et il jouait comme un joueur de devoir. Et c'est pas non plus Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'est un autre type de joueur. C'est peut-être quelqu'un qui, bon, il n'est pas non plus hyper clinquant comme personnalité, mais tu sens qu'il a beaucoup envie de montrer qu'il est là, offensif, tout le temps, montrer qu'il est là. Après, c'est son jeu. Il s'en sort très bien, je trouve. C'est pas une légende du PSG, mais je veux dire qu'il continue comme ça. Et je serais pas surpris qu'il devienne un chouchou aussi du parc un jour. Mais ça restera. C'est deux styles différents. C'est Maxwell, c'est il peut te donner l'impression qu'il n'a pas autant pesé dans le match comme ça, quand tu regardes le match d'une manière brute. Mais en fait, quand tu analyses ou quand tu Mm. regardes de manière plus finement ces matchs, tu te dis, mais en fait, le couloir gauche, il a connu zéro incendie. Il a connu aucun souci. En fait, tout le match, Ouais, c'est ça. il y a un gars qui a tenu la baraque, qui a relancé proprement, qui a trouvé directement la connexion avec son milieu défensif, Thiago Motta, pour les relances courtes. Relance long, il était là. Bon bah qui est Cavani à gauche, qui est Lucas Moura ou qui est c'était qui je pense pas qu'il est connu. La Non, bah non, il vessie. est pas connu. Messi? La vessie. L'avait La dit, oui, oui, Reddy. l'avait dit, voilà, oui, bah oui, voilà. Peu importe qui y avait, il savait combiner, il savait faire le travail. Donc, t'as tout Mm. dit, j'ai rien à rajouter pour moi. Mais en Je me plus, ouais, demande comme même tu disais, si du coup on a le même un. oh, je pense. Mais du coup, comme tu disais, pour Maxwell, le fait que t'as pas l'impression qu'il était forcément dans la lumière, ça me fait penser à un truc qu'on peut relier aussi au basket, à différents sports. C'est que, il y a beaucoup de personnes qui se cantonnent aux stats et où tu vois, par exemple, que Maxwell, en fait, il a peut-être fait genre une interception dans le match, alors que son pendant à droite, il a peut-être fait 8 ou 9. Mais justement, c'est peut-être le fait aussi qu'il a dissuadé et une capacité de dissuasion qui est importante, un peu comme certains basketteurs où on dit ah bah tiens lui il a fait, enfin, il a pas fait beaucoup de blocs, il a pas fait d'interception, mais c'est aussi son aura qui parle aussi pour lui, pas forcément dans les stats ou dans les mots, certains qui parlent beaucoup trop et qui font peu de stats à l'inverse, mais non voilà, enfin ça montre aussi la capacité à dissuader et montrer que bah passer par mon côté en fait c'est pas une idée, c'est pas une bonne idée mon coco. Ouais, bien sûr, clairement, t'as tout dit. Il y en a qui intimident différemment, mais qui le font quand même très très bien. En deux, je vais mettre Maxwell, le Brésilien. Énorme qualité de centre, hyper endurant, besogneux. Plus de 140 matchs avec le Paris Saint-Germain et surtout 4 titres de champion de France avec le Paris Saint-Germain. Et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, ils n'ont jamais retrouvé un latéral aussi bon que Maxwell. Et pourtant, il ne payait vraiment pas de mine, Maxwell, meilleur pote de Zlatan Ibrahimovic. Et chapeau à Maxwell pour ça. On va passer au numéro un. Bon, je pense qu'on a le même. Si tu veux commencer, vas-y. Ok, ok, je vais commencer. Écoute, je pense qu'on a le même, mais on est bien d'accord, il a un nom un peu espagnol, un peu hispanique comme ça. Vite Ah le oui, dire. ça sent la paella, ça sent Voilà, l'été à Madrid. voilà, exactement. Donc on est d'accord. Donc je peux parler de Monsieur Manuel Amoros. Monsieur Manuel Amoros, grand joueur de l'OM et grand joueur de Monaco. C'est ça qui est particulier, c'est que il est une légende à Monaco, il est une légende à l'OM. Déjà à ce niveau-là, ça pose un homme. Et en plus, c'est un grand joueur de l'équipe de France, de la grande équipe de France, où il y avait déjà le carré magique. Je pense qu'ils ont gagné même, où ils ont été finalistes, ils ont gagné un euro ensemble. Donc Ouais. c'est le grand Amoros quoi. C'est juste que encore une fois, c'est le grand Amoros mais qui n'est
peut-être pas le joueur qu'on retient le plus au milieu des Platini, au milieu des Tigana, au milieu de tous ces gens-là. Et pourtant, Manuel Amoros est un immense joueur. Et pour moi, c'est la légende des latéraux en Ligue 1. Et ça tombe bien parce qu'en plus, il pouvait aussi jouer à gauche, mais il joue aussi à droite. Et du coup, si je dois faire un jour un 11 de légende avec tous les top 5 qu'on est en train de faire, bah, j'aurai mon arrière gauche qui est Maxwell et mon arrière droit qui sera Amoros. Et pour moi, je serais super content. C'est un monde dans lequel je peux vivre Mm. sans aucun problème. Parce que Amoros, c'est un mec grand, un grand athlète, puissant, véloce, dur à déborder. J'avais fait une madeleine de foot à ce niveau, à ce sujet-là pour ceux qui veulent le voir. Mm. Et il avait toujours un temps d'avance pour attaquer, pour centrer. Il était aussi fort à gauche qu'à droite. Et le truc, c'est il a imposé son talent dès l'âge de 18 ans, quoi. Euh, et ça s'est pas arrêté. Donc, pour moi, Ouais. ouais, c'est juste un grand chapeau à ce monsieur qui, en plus de ça, je crois, a été dans le top 10 du Ballon d'Or à deux reprises, mais ça va vérifier. Mais, ou une reprise. Mais en tout cas, il a été top 10 de Ballon d'Or. Et ça, Il était, trois reprises? il était quatre- il a été quatrième du Ballon d'Or Ah, 86. J'avais noté voilà. ça. Quatrième du Ballon d'Or en 86. Voilà. Pas mal. Par contre, Ouais. c'est une sorte de ligne que je n'ai dans aucun palmarès de tous mes latéraux ici. Et même Maxwell. Bon, après, Maxwell, il a vécu peut-être dans le pic du football moderne. C'est possible, j'en sais rien. Mais voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Et il l'a fait. Donc bravo. Et ça en Ligue 1, bah bravo. Ouais, carrément, mais oui, comme tu disais, ouais, en plus, carrière en équipe de France où il reste 10 ans, je crois, entre 82 et 92, un truc comme ça. Voilà, donc un joueur très intéressant. Enfin, je vais pas faire la liste de toutes les qualités que tu as nommées. Moi, j'ai envie de rajouter aussi qu'il a été très technique et qu'il avait une qualité de centre plus, hein, par rapport, même par rapport aux autres. Je pense que c'est peut-être encore le meilleur centreur de mon top 5. Euh, voilà, et en 2010 aussi, j'avais noté l'hommage que lui a été rendu par l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils l'ont élu meilleur défenseur droit de l'histoire de l'OM. Et il a été aussi nommé dans la Dream Team des 110 ans du club. Donc, enfin, double prestige, double honneur pour un joueur qui le méritait finalement. Il a été meilleur joueur aussi de France Football en 86. Enfin, oui, meilleur joueur de France Football en 86, pas Ballon d'Or, hein, c'est pas la même chose. Et aussi la Ligue des Champions dans son palmarès, puisqu'il était réserviste de l'OM qui a fait le seul trophée européen de France. Voilà, donc un joueur qui a finalement été dans les bons coups et qui a été plus acteur, un peu moins sur la fin, forcément. Mais Oui. enfin, non, même c'était plutôt au début. C'était après Monaco, donc c'était plutôt vers les débuts. Et après, il est revenu, il me semble que c'est pas loin de son village natal ou quelque chose comme ça, mais il a fini à Saint-Rémy. Je crois que c'est en national ou en régional, je sais plus. Et Ok. voilà, enfin, je trouve ça hyper intéressant, l'humilité du mec qui est passé, je crois, de l'OM à Saint-Rémy, mais sur la fin, il avait fait un passage à Lyon entre deux passages à l'OM. Et du coup, les derniers matchs, il me semble que c'était à Saint-Rémy, petit village un peu perdu, petite ville un peu perdue plutôt. Voilà, je trouve ça sympa, ça montre l'humilité du gars qui a été, voilà, qui a mis pas du temps à s'imposer, mais qui a pris part à chacun des projets au fil du temps. Parce qu'il était réserviste au début à Marseille au moment de l'épopée 93. Après, c'est encore augmenté, mais Enfin, mon numéro un, c'est Manuel Amoros. Double champion de France avec Monaco, une Coupe de France avec Monaco, des titres avec Marseille de 90 à 93, champion d'Europe 84 avec l'équipe de France, le meilleur latéral droit, le meilleur latéral que l'équipe de France a connu, et que l'Olympique de Marseille a également connu de mon point de vue. Troisième de la Coupe du Monde 86 avec l'équipe de France de Platini. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets aussi haut. Enfin très grosse longévité, sans pied gauche, très à l'aise techniquement balle au pied. Donc c'est pour ça que pour moi mon numéro un c'est Manuel Amoros. Big up les gars, je vous laisse et j'espère que vous avez fait un bon gros top 5. Bis. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est clairement un joueur unique. Euh, je sais pas si
si on pourra retrouver ce genre de joueurs comme ça. Justement, si on devait justement finir cette émission juste avec cette question, est-ce qu'il y a actuellement, est-ce que tu vois un joueur en Ligue 1 qui pourrait un jour venir chambouler ce top 5 là? Peut-être pas être en premier, mais on sait jamais. Mais on parlait tout à l'heure d'Hakimi, on parlait de Nuno Mendes, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient, ou alors peut-être même dans le passé, qui auraient pu et qui n'ont, je sais pas, ils ont déconné, on n'en sait rien. Fameux talent gâché. Mais, parce que tu vois, moi franchement, c'est peut-être parce que je suis parisien, donc j'ai un regard biaisé, mais j'ai vraiment envie de voir ce que Nuno Mendes va donner. Vraiment. En Europe, je veux dire, même dans, pas juste en Ligue Ah 1, parce que ouais. on dirait que ça a l'air déjà assez facile, mais au-delà. Moi, je suis d'accord avec toi. Forcément, je n'ai pas envie d'enterrer Nuno Mendes, mais c'était pas lui que je pensais en premier. Moi, c'était plutôt Hakimi. Pour le coup, j'ai envie de voir s'il va s'inscrire dans la durée, parce que c'est un joueur qui a été plutôt bon voyageur jusque-là, entre Madrid, Dortmund, l'Inter, etc. Mais je pense que dans le projet parisien, là, pour l'instant, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur de l'effectif actuellement avec Vitinha. Au PSG, je pense qu'il peut s'imposer comme un des meilleurs latéraux, au moins des années 2020, parce Hein, qu'il est encore très très jeune. J'ai pas son âge en tête, je crois que c'est 25 ou 26 ans, quelque chose comme ça. quelque chose comme ça, hein, comme Euh, ouais, ça doit être ça, parce qu'il ouais, il était pas très loin, je crois. Et ouais, quelqu'un aussi, pour le coup, c'est le latéral droit 25 ans. moderne, pour le coup, qui, ce que vous disiez tout à l'heure, le mec a joué ouais, 25 ans. Le mec a joué milieu droit à Dortmund, attaquant droit, que ce soit de l'Inter ou à Dortmund. Enfin, dépassement de fonction. Il faudrait peut-être qu'il soit encore meilleur défensivement, même s'il est déjà très bon. Je pense qu'il peut encore passer un cap défensivement par rapport à offensivement, où il est déjà au sommet, j'ai envie de dire presque. Donc je pensais à lui en termes de promesses. Après, en termes de talent gâché, j'en ai un qui me vient en tête et c'est pas forcément que de sa faute que ça a été gâché. C'est Benjamin Mendy, qui a fait quand Ah même oui. des débuts à Marseille, puis le titre à Monaco, voilà, dans une équipe incroyable. Je pense que c'est une des équipes qui m'a le plus impressionné depuis que je suis la Ligue 1 ou depuis que je suis en mesure de la comprendre, parce que le jeu était léché, enfin, c'était magnifique. Et voilà, Benjamin Mendy, ça a mal tourné ensuite. Il y a eu ce transfert à Manchester City, mais il y a eu, bon, ça a bien fonctionné en vrai à City, c'était pas trop mal, mais c'était surtout les accusations de violence sexuelle qui ont entaché sa réputation, qui l'entache toujours, puisque enfin, là, il me semble qu'il est encore sans club, si je dis pas de bêtises. Il était à Lorient à la relance la saison passée, mais voilà, enfin, il y a toujours cette image de violeur qui rôde autour de lui. Enfin, la justice a dit qu'il était non coupable, en tout cas, ou qu'il n'y ait pas de preuves suffisantes. J'ai pas les termes exacts, il faut faire attention avec ça. Mais je pense que voilà, c'est un des talents gâchés, que ce soit de sa faute ou non, qu'on puisse avoir encore des doutes ou pas sur sa culpabilité ou non, etc. Je pense que c'est un des plus gros talents gâchés. Et après, dans les autres latéraux que j'ai mentionnés comme ça, et que j'apprécie plutôt, il y en a un qui est encore en carrière, je crois qu'il est en Australie maintenant et qui était repassé par son pays natal auparavant. C'est Hiroki Sakai. Hiroki Oula. Sakai de Mori que j'ai énormément apprécié. Et je trouve que le joueur et l'homme sont très... Enfin, je trouve qu'ils sont très... C'est un garçon très classe qui n'a pas eu Ouais, forcément toujours l'appréciation qu'il méritait à Marseille, puisque c'est un public très exigeant, on le sait. ouais. Mais c'est un joueur qui était très respectueux, je trouve, un peu comme beaucoup de joueurs qui viennent du Japon. C'est quelque chose qui est très commun quand on voit par exemple en ce moment Ito, Nakamura, etc. C'est des joueurs que j'apprécie énormément par leur classe et j'ai l'impression que c'est voilà quelque chose qui transcende un peu chez chacun des joueurs de l'équipe nippone. Et Sakai, c'était un joueur qui a participé aussi à aller en Europa League espéré, parce que c'est compliqué de rester à Marseille psychologiquement, j'imagine aussi, et sportivement. Donc voilà un joueur que j'avais envie de mentionner, et puis petite mention spéciale à Monsieur Nicolas Sub, que j'avais envie de mentionner, que j'ai vu hier, Il allait l'entraîneur de sortir ce Caen. nom. Il allait sortir tôt ou tard ce nom. Voilà, qui a C'était fait sûr.
C'était obligé. Et je voulais finir par lui parce que le meilleur pour la fin. Bah, si tu dis que c'est le meilleur pour la fin, pas de souci. Je le ressortirai, je donne juste mes noms moi aussi. Parce que c'est vrai que bah, j'ai parlé de promesses avec Nuno Mendes au niveau des j'ai pas tellement gâché, même si Benjamin Mendy est un beau nom. Mais j'avais pensé, bon, c'est pas un talent gâché, hein, mais Gabriel Heinze, j'aurais voulu en fait le voir faire ce qu'il a fait avec Manchester, comme il a fait avec Ouais. le Real. Il l'a fait, hein, il a été mythique, ou en tout cas, il a marqué les esprits à Marseille, il a marqué les esprits au PSG. C'était un latéral qui savait marquer. C'est juste que des fois, il jouait en défenseur central parce qu'il a aussi il avait le niveau aussi pour, je veux dire, quand t'es doué dans deux postes, le coach il fait ce qu'il veut avec toi. Donc, mais du coup, ça me l'ancre un peu moins dans ma tête personnellement comme un latéral, mais plus comme un défenseur simplement. Et j'aurais voulu le voir un peu plus en Ligue 1. Ouais. Sinon, bah, j'apprécie aussi des joueurs comme Christophe Jallet, Anthony Réveillère, des gens qui ont pas parce que c'est vrai que Ah il y a oui. beaucoup de joueurs venant de l'étranger, mais il y a aussi des Français qui étaient là et qui, enfin, Français modernes, je veux dire. Quand je dis moderne, c'est 2000, 2010. Mm. Voilà, des défenseurs vraiment latéraux qui faisaient le boulot. Fallait pas leur en demander non plus des tonnes, mais pour faire le boulot, ils faisaient le boulot. Et Christophe Jallet, au début du PSG QSI, était titulaire. N'oublions pas, il y avait Van der Wiel, il y avait Christophe Jallet. Oui, tout à fait. Et après, débrouillez-vous. Et Christophe Jallet a quand même un peu tenu la baraque. Et je ne peux pas finir cette émission sans parler de Tai Taiwo, qui est peut-être un des seuls Marseillais que je kiffe vraiment. Ah oui. Tai Taiwo, sacré personnage, sacré sourire, je l'aime bien. Et puis très physique, très athlétique, voilà. Mais surtout un personnage qui avait l'air assez chouette. Euh, donc voilà. J'ai déjà donné mon petit côté. Et Ouais, dis-nous, dis-moi. j'avais une question peut-être pour finir un peu sur l'aspect plus moderne. Je pense qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord sur la réponse qu'on donnerait. Pour toi, qui est le meilleur latéral actuel en Ligue 1? Le meilleur latéral actuel en Ligue 1, bah en fait, moi, je dirais Hakimi, clairement. Hmm. Mais en fait, je ziote comme ça de loin. Comment il s'appelle? C'est Thiago Santos? Ouais, c'est Thiago Santos qui est au LOSC. Ouais, bah, moi j'ai. Ouais. Bah justement, c'est parce que j'ai repensé à ce nom-là que je te pose la question. C'est que pour moi, il a peut-être le potentiel parce il a eu des pistes aussi pour l'envoyer au PSG. C'est pour ça que je pensais à ça aussi, c'est que ça se fait, il va pouvoir s'inscrire dans la durée lui aussi en Ligue 1 et je pense qu'il a le potentiel pour être un immense latéral droit. Enfin, c'est un joueur qui m'impressionne énormément et qui a des qualités de partout, défensivement, offensivement, la passe, la vision, même le tir. Euh, enfin, il a tout. Ce mec est parfait. Enfin, j'ai l'impression que c'est Oui, vraiment oui, le. oui. Mais alors, Je crois que tu vois, c'est vraiment le latéral droit que je préfère depuis longtemps. ce qui est dommage, alors en Ligue 1 actuellement, c'est que les joueurs aujourd'hui profitent, enfin, j'utilise ce terme, il n'est peut-être pas le bon, mais profitent du championnat comme un tremplin, et donc pour partir à l'étranger, là où certains, à l'époque, je veux dire, Manuel Amoros n'avait aucune raison de partir de la Division 1, comme, enfin, Division 1, comme on disait à l'époque, parce que l'OM, Mm. c'était un des musts, l'OM, c'était peut-être ou en tout cas un des tout must, et là, aujourd'hui, là où j'ai un peu peur, c'est que Thiago Santos ait envie de partir je sais pas moi, à la Juve, je veux dire, moi je le verrais très bien dans un club comme la Juve et s'intégrer là-bas dans le long terme. Je serais heureux qu'il reste en France. Je serais un des premiers heureux à ce qu'il reste en France. Ouais, moi Mais aussi. j'ai l'impression que du coup, il y aurait moins de chances de voir des latéraux s'inscrire dans la durée. Mais s'il le fait, bah, honnêtement, c'est paradoxal. Mais du coup, j'espère que ce sera pas au PSG parce que j'ai peur de l'embouteillage. Donc, Hakimi, Thiago Santos, un des deux devra partir. C'est sûr. Mais justement, c'est pour ça que je pose la question de Hakimi, est-ce qu'il va pouvoir s'inscrire dans la durée? Parce que on connaît sa tendance à Ouais. voyager pas mal quand même. C'est pour ça que, enfin, en cas de départ d'Hakimi ou en cas de repositionnement potentiel, peut-être en milieu droit, si il y a changement de système en 4-2-3-1 par exemple, je me dis que Thiago Santos en dessous enfin derrière Hakimi plutôt dans la composition, je pense que ça peut être très très incisif. Et puis Thiago Santos a un cardio et un volume très intéressant pour combler les espaces et les largesses un peu défensives que peut avoir par moment Hakimi, je pense.
Et voilà, enfin, c'est vrai que tu disais, c'est le championnat de France en ce moment, c'est un tremplin. On n'est clairement pas, enfin, on est borderline en dehors du top 5 européen des championnats. Enfin, on va pas se mentir que voilà, c'est limite. Là, les Pays-Bas en ce moment sont pas au top du top parce qu'il n'y a pas l'Ajax au sommet et que voilà, d'habitude il y a quand même une confrontation entre PSV, Feyenoord, j'en oublie aussi l'AZ aussi, qui sont des bons clubs. Et là, en ce moment, l'Ajax c'est un peu compliqué, mais l'Eredivisie et la Liga Portugal aussi est très importante et je pense qu'on va commencer à se faire rattraper. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant on a encore des tremplins et il y a surtout certains clubs en France qui sont des tremplins plus que d'autres. Je pense, bah, tu disais surtout pour l'Empire du LOSC. Le LOSC qui est un excellent vendeur et voilà, enfin ils ont raison aussi de voir que bah, ça s'est bien passé pour Osimhen, pour Nicolas Pepe qui ont été vendus à des prix d'or. Je pense qu'ils se disent que, enfin surtout pour des joueurs qui viennent de pays où ils ont connu par exemple la misère ou qui veulent éviter justement la misère qu'ont connu certains dans leur pays notamment au Brésil, pour Thiago Santos. C'est logique qu'il pense à la perspective d'avenir que peuvent lui offrir des clubs de Ligue 1 qui ont l'habitude de bien vendre et donc d'avoir des bons salaires ensuite à l'arrivée. Donc il y a aussi cette perspective-là qui se Bien respecte et sûr. qui se comprend. Mais je pense que avec le PSG qui est un gros club, une grosse écurie en Europe, même s'ils ont encore rien gagné en Europe réellement, ils ont la capacité de lui offrir un gros salaire si c'est ça aussi qu'ils cherchent. Donc, je me dis qu'il y a des chances qu'il reste encore en Ligue 1, peut-être si le PSG se penche sur son cas. C'est une très bonne réflexion et c'est sur cette réflexion qu'on va finir cette émission entre Hakimi et Thiago Santos qui restera en France le plus longtemps. Voilà, mais surtout, qui est votre top 5, voire votre top 1, qui est dans votre top 5, qui est dans votre top 3. Dites-nous en commentaire, dites-nous en DM, dites-nous en vis-à-vis dès que vous nous voyez, si vous voyez Charcanet, Arthur ou JB dans les tranchées du stade, voilà, n'hésitez pas à les interpeller, ils répondront, ils sont très gentils. D'ici là, voilà, on a fini pour aujourd'hui et on se retrouve du coup pour à la semaine prochaine du coup pour la prochaine émission sur les milieux de terrain et je pense que ça va être le plus caliente. Je ne sais pas pourquoi, mais je le pense. Milieu défensif, milieu centraux et numéro 10, non, ça va se battre. Et il y aura JB cette fois. Allez les amis, à bientôt. Ciao.